Voilà, donc déjà là on peut regarder la chaîne qui est usée. Donc on voit qu'il reste un petit peu de diamant, il reste 2-3 mm, c'est du diamant qu'on ne pourra pas user. Hein, parce que le diamant va s'user en hauteur, mais il va s'user en largeur également. Donc normalement il est plus large que le châssis en acier ici. Donc c'est ce qui va frotter sur le matériau. Donc il va s'user en hauteur, mais il va s'user également en largeur. Et on arrive à un stade où en fait le diamant est à la même largeur que le châssis. Donc c'est le châssis ici qui va frotter dans les rainures de sciage. Donc ce diamant là, il restera, on ne pourra jamais l'user jusqu'au bout. Donc là on a une chaîne qui est HS, qui est morte. Donc on va procéder au changement de chaîne. Et on va donc venir positionner une chaîne neuve. Vous pouvez voir la différence entre une chaîne neuve et une chaîne usée. Donc là on voit le segment diamanté usé et on voit le segment diamanté qui est neuf. Hein, on voit aussi la différence, le châssis qui est tout neuf, noir avec les rivets, et le châssis usé où là on voit carrément plus les rivets. Donc pour changer la chaîne, on va desserrer le carter ici, les deux écrous du carter. J'enlève le carter. Et ici, on peut voir le doigt de tension. Le doigt de tension, c'est ce qui fait reculer ou avancer le guide pour la tension de chaîne. Et ce doigt de tension, on le fait avancer et reculer avec la vis qui est ici derrière le guide. Donc cette vis-là, lorsqu'on la tourne dans les aiguilles d'une montre, on fait avancer le guide, donc on tend la chaîne. Et quand on la tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on fait reculer le guide, donc on détend la chaîne. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, on va d'abord enlever la chaîne. On enlève la chaîne comme ceci, voilà. Tac. Hop. On enlève le guide. Et ce qu'on peut voir, c'est que le doigt de tension, par rapport à son longement, il est à peu près à mi-course. Pas tout à fait à mi-course. Donc là, on va venir positionner une chaîne neuve qui n'a pas l'élongation d'une chaîne usagée. Donc la première opération à faire, c'est de reculer ce doigt de tension complètement en position arrière, de façon à pouvoir installer la chaîne neuve. Donc on voit le doigt de tension qui recule. Voilà. On vient positionner le guide dans son logement, le doigt de tension dans ce logement. Et ici on aperçoit derrière l'embrayage le pignon d'entraînement. C'est dans ce pignon d'entraînement qu'on va venir loger les dents ici de la chaîne. Donc ça c'est important, il faut faire attention parce que c'est un pignon flottant, c'est-à-dire que ce pignon il bouge de gauche à droite derrière l'embrayage. C'est fait express et volontaire de façon à ce que lorsque la chaîne tourne, elle reste en ligne avec le guide. Donc ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'on ait bien la chaîne dans le pignon, parce qu'elle peut venir se positionner à côté du pignon. Donc là par exemple, là si vous regardez, je ne suis pas dans le pignon, je suis à côté du pignon. Donc je règle ma chaîne, voilà, là je suis dans le pignon. Ok. Ensuite, je viens positionner ma chaîne par le haut du guide comme ceci. Et je vais la faire coulisser une petite rotation avec le nez du guide et voilà. Ma chaîne est positionnée. Je vais retendre légèrement sans tendre complètement. La tension finale, on la réglera une fois qu'on aura repositionné le carter. Donc là je maintiens, alors je vais bien positionner ma chaîne sur le guide, voilà. Là je maintiens légèrement mon guide et sens des aiguilles d'une montre, donc je tourne ma vis, je fais attention, avancer mon guide et donc je tends ma chaîne. Et on voit la chaîne qui se tend. Donc on va essayer aussi de la maintenir ici, voilà, de façon à ce qu'elle se mette bien correctement dans la rainure du guide et non pas à droite ou à gauche. Tac, voilà, là j'ai un premier réglage de tension. On va revenir repositionner le carter. Donc là je vais serrer légèrement mais sans les serrer complètement les écrous. Alors je ne serre pas complètement, pourquoi? C'est pour finaliser ma tension de chaîne. Si je serre complètement mon carter, je ne pourrai plus régler ma tension de chaîne puisque mon guide sera bloqué par le carter. Donc je serre légèrement, hop, sans insister. Et donc on va régler la tension de chaîne. Alors la tension de chaîne, il faut surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est trop tendre la chaîne. C'est-à-dire une chaîne comme ça,
coller au guide, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment pas bon. Pourquoi? Parce que l'ensemble va être trop tendu et on risque de ne pas pouvoir démarrer la machine. Donc on laisse toujours un petit peu de voie ici. On laisse à peu près 5 mm entre le guide et la chaîne. Ce qu'il faut, c'est que la chaîne puisse faire son mouvement librement autour du guide. Donc là, je vais régler ma tension de chaîne. Voilà, donc là on est pas mal, vous voyez. Là on a une bonne tension. Je peux remettre un léger coup de tournevis, mais pas trop. Tac. Voilà. Ça c'est une bonne tension. Voilà. Donc quand on la manipule, on voit qu'elle se détend un petit peu et qu'elle se retend. C'est un phénomène normal. Hein, donc ça, faut pas s'inquiéter. On a une bonne tension, donc on va pouvoir serrer notre carter définitivement. Voilà, donc là on a remonté une chaîne neuve, notre chaîne est bien tendue, on va pouvoir recommencer à travailler. Donc si on s'approche du segment diamanté, on s'aperçoit qu'on ne voit pas les petits cristaux de diamant, les petits points de diamant qui ne sont pas ressortis. Donc l'opération, elle est la suivante, on va démarrer la machine, l'alimenter en eau, et on va ce qu'on appelle roder la chaîne, c'est-à-dire que normalement, dans l'idéal, il faut un morceau de parpaing, et c'est un matériau abrasif, donc il faut un morceau de parpaing pour pouvoir roder la chaîne. Bon là on est dans un bloc béton, elle va se roder, elle mettra peut-être un petit peu plus de temps, mais donc on va faire cette opération là pendant 2 ou 3 minutes, et on va voir les petits points de diamant qui vont ressortir. Voilà pour le rodage de chaîne. Voilà, donc le mur en béton, là c'est du béton fibré, on voit de la fibre nylon. Donc normalement cette fibre elle remplace l'acier, la ferraille, le treillis, ça renforce le béton, ça évite justement de mettre des aciers dedans. Donc là ils ont quand même mis un acier ici, sûrement pour renforcer la partie haute du mur. Et après c'est la fibre qui fait la dureté, la structure, la solidité. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est chercher à traverser le mur et à se retrouver dans cette position là pour couper avec le dessous du lamier ici. Si on se retrouve comme ça avec le dessous du lamier, ça va couper beaucoup moins vite qu'avec le nez du guide ici, ce qu'on va utiliser pour couper le mur. Et systématiquement, la coupe partira de biais. On ne pourra pas avoir une coupe droite et une coupe qui part de biais, on ne peut pas la rattraper. Donc la méthode, elle est la suivante. En général, on a tracé un trait droit au mur. Déjà, on va commencer par faire une empreinte de quelques millimètres, mais vraiment sans rentrer dans le mur pour se faire un trait droit, un guide. Et une fois qu'on a fait cette empreinte, là on va rentrer de 10-15 cm et on va travailler avec le nez du guide comme ça. Et une fois qu'on a fait une passe, on refait une deuxième passe jusqu'à traverser. Ce qui est sollicité, ce qui travaille, c'est cette partie-là. Les 10-15 premiers centimètres du guide. On va couper ici. Le diamant est plus dur que le béton, il arrache le béton et ce phénomène il se fait ici. Avec le dessous du lamier, on va couper mais beaucoup moins vite et on ne coupera pas droit. Voilà donc la méthode d'utilisation de la tronçonneuse à chaîne diamantée.
Là, on est tombé dans une ferraille à l'horizontale, à la verticale, pardon. Donc là, on a deux fers à l'horizontale, pas de problème. Quand on tombe sur une ferraille comme ça peut dévier la coupe. C'est ce qui s'est passé là. Ça a dévié légèrement, on voit. Et ça, si jamais on tombe sur une ferraille comme ça, sur toute la longueur, dans l'idéal, il faut décaler sa coupe. Parce que ça peut devenir très pénible, voire impossible. Là, on a eu de la chance parce que ça a été sur 3-4 cm, mais ça aurait pu être sur toute la longueur. Donc voilà, si on a ce cas de figure, on s'en rend compte, hein, parce qu'on va en baver pour couper, ça va être compliqué, il y aura de l'étincelle, on sent que ça va forcer. À ce moment-là, si on peut le faire, il faut décaler légèrement sa coupe de quelques millimètres, 1 cm ou 2. Donc la machine, elle tourne à l'eau, donc elle ne craint rien. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser couler un peu d'eau claire par le guide pour rincer un peu l'ensemble du circuit. Une fois qu'on a fait couler un petit peu d'eau, hop, attention, il va y avoir des projections, François Stéphane. On va rincer complètement la machine à l'eau. Donc ça tourne à l'eau, donc ça craint rien. On rince la laitance partout, le guide. On évite le pot d'échappement parce qu'il est encore chaud. Donc ça craint rien. Les machines sont étanchéifiées sur 3 étages de joint au niveau du filtre à air, donc il n'y a pas de problème. On vient bien rincer ici, partout. Une fois qu'on a rincé la machine, on va venir pulvériser du WD-40 sur le guide et la chaîne. C'est un produit hydrophobe, donc il va chasser l'eau et en plus il va éviter que l'ensemble guide et chaîne rouille jusqu'à la prochaine utilisation. Donc là, je pulvérise généreusement sur mon guide et ma chaîne de chaque côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais actionner un peu la chaîne pour venir aussi pulvériser sur la partie qui était dans le pignon carter derrière. Voilà, alors ce qu'on peut faire également, de temps en temps, c'est pas systématique, mais puisqu'on est en train de filmer, ça, alors là vous avez fait l'entretien après utilisation. Une fois que vous avez fait ça, la machine, on peut la poser dans le camion sur l'étagère et elle est prête à être utilisée la prochaine fois. Ce qu'on peut faire de temps en temps, mais pas systématiquement après utilisation, c'est venir enlever le carter. Et une fois qu'on va avoir enlevé le carter, derrière, donc on va retrouver notre embrayage qu'on a vu tout à l'heure à la mise en place de la chaîne neuve. Et dans cet embrayage, au fur et à mesure de l'utilisation, la laitance peut avoir tendance à couler dedans et à coller une fois séché. Donc là on voit que l'embrayage ici, donc on a le ressort, les maslottes, hein, donc quand la machine va tourner, l'embrayage tourne, le ressort s'expanse et va venir mettre en contact les maslottes sur la cloche d'embrayage. C'est ce qui entraîne la chaîne. Une fois qu'on ralentit, le ressort se recomprime, les maslottes redescendent et la machine n'entraîne plus la chaîne. Le moteur tourne mais est débrayé. La laitance a tendance à couler dans cet embrayage et à coller, notamment le ressort. Et le ressort peut rester collé en position expansée, donc les maslottes collées à la cloche d'embrayage. Et ça peut être des causes de casse d'embrayage, de ressort notamment, et surtout des causes de non-démarrage de la machine. C'est-à-dire qu'une machine embrayée va avoir beaucoup de mal, voire ne pourra pas démarrer du tout. Donc ce qu'on peut faire de temps en temps, c'est que le WD-40 c'est un produit magique. On pulvérise du WD-40 dans l'embrayage, généreusement également. Et ce WD-40, il va attaquer la laitance, il va décomposer la laitance séchée et il va vous remettre un embrayage propre. Donc ça, on peut le faire de temps en temps, une fois tous les 15 jours, selon l'intensité d'utilisation de la machine également. Voilà. Donc là, on vient de pulvériser le WD-40. On voit déjà que l'embrayage a changé de couleur. Alors là, il était relativement propre. Donc on avait juste un petit peu de laitance en surface qui colorait l'embrayage. Et ce qu'on peut voir ici, vous voyez, ça, c'est de la laitance qui était collée dans l'embrayage. Donc le WD-40 a attaqué cette couche de laitance. On en a ici également, si vous regardez bien, voilà. Voilà. Donc ça, on peut repulvériser derrière, tourner l'embrayage. On voit qu'il y en a un petit peu ici. Vous voyez, là, tout ça c'est de la laitance. Donc c'est cette laitance là qui peut avoir tendance
à gêner l'embrayage et les démarrages de la machine.